À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité. Oh là là, tous les contrôles que vous allez avoir le 11 mai. Pouah. Mes chers élèves confinés, bonjour. Cette fois-ci, on va continuer cette analyse de la situation actuelle et de la crise du coronavirus avec le prisme des sciences politiques. C'est parti. Alors, on va commencer par un bref aperçu de l'actualité politique pour notre pays, parce que ce qui s'est passé ces dernières semaines illustre assez bien le fonctionnement de la Ve République et le côté vertical et le principe de subsidiarité du pouvoir en France. Alors, le lundi 13 avril, Emmanuel Macron, le président de la République, a pris la parole à 20h02 pour nous annoncer les prochaines étapes et les premières décisions sur le déconfinement. Alors, avec 36 millions de téléspectateurs, on peut constater que beaucoup de Français, beaucoup de citoyens attendaient cette parole. Et pour cause, je vous le rappelle, la Ve République est un système politique présidentiel, donc basé sur l'autorité d'un président de la République et sur un exécutif très fort, plus fort que le pouvoir législatif. Et donc la parole du président de la République en France est toujours très attendue, très commentée, car il est l'autorité. Il est l'émanation de l'autorité du peuple. C'est une habitude qu'on a maintenant dans la Ve République et qui n'est pas transposable dans tous les systèmes démocratiques. Je vous avais expliqué que le système parlementaire est très différent. Donc on avait vu que c'était critiquable, que ça avait des avantages et des inconvénients. Dans tous les cas, le président de la République, Emmanuel Macron, est élu au suffrage universel direct, donc tous les citoyens ont à un moment donné, par leur vote ou par leur abstention même, porté un avis sur la personne. Tout le monde le connaît, tout le monde a un jugement, une opinion sur lui, sur sa politique, sur sa façon de parler. Et donc ça donne une forte légitimité, un fort pouvoir au président de la République. On peut dire que la vie politique française, elle est polarisée sur la figure du chef de l'État. Les autres corps du pouvoir, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, les députés, les sénateurs sont un peu plus secondaires, parfois même on ne le connaît pas très bien, et on n'en a rien à faire. Pour continuer là-dessus, sur le discours d'Emmanuel Macron, on a un bon exemple d'application des principes de la Ve République. Le président parle, il va donner un cadre général, des décisions importantes certes, mais assez générales, une sorte de direction à prendre pour le pays, et charge à ses ministres et charge au Parlement de décider des modalités, des détails. C'est pas le boulot du chef de l'État de dire à chaque catégorie de citoyens vous avez le droit de faire ça, vous non, vous allez gagner ça, vous allez perdre ça, etc. etc. Donc on a un discours qui est parfois critiquable parce que parfois général, des décisions, des objectifs, le déconfinement à partir du 11 mai c'est un objectif, mais encore faut-il l'atteindre, et les modalités qui va pouvoir sortir, est-ce qu'on va reprendre l'école, qui va aller à l'école, est-ce qu'on continue l'école à distance, ce genre de questions, rien que pour parler d'éducation nationale, ça c'est de la responsabilité des ministres, des élus locaux, et donc on a en cascade une prise de décision qui est faite par les échelons inférieurs. Dans un deuxième temps, on va faire un petit focus sur les régimes autoritaires, puisque c'était un des points qu'on a étudié dans le premier chapitre. Alors, le point de départ du virus, la Chine, est un exemple de politique dans un régime autoritaire, puisque la Chine, je vous le rappelle, est une dictature communiste, dans laquelle les libertés individuelles sont super limitées, super contrôlées, super surveillées. Et on a un exemple de pays autoritaire qui a dû gérer une crise sanitaire, et on peut faire une espèce de comparaison par rapport à une démocratie. Alors en Chine, on a tous été assez impressionnés par les images que vous pouvez voir là maintenant, de construction de plusieurs hôpitaux en un temps record. Il y a une forme d'efficacité dans les régimes autoritaires. Un régime autoritaire peut parfois être plus efficace qu'une démocratie parce que justement l'extrême centralisation du pouvoir, le fait qu'il n'y ait pas d'opposition, le fait qu'il y ait une obéissance de la population très massive, une surveillance aussi, permet parfois de faire des choses de façon plus efficace. Par exemple, la Chine et d'autres pays mettent en place le tracking, vous avez dû en entendre parler, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir le lien dans la description.
parce que c'est quelque chose qui va rentrer dans le débat là, dans les jours qui viennent. Le tracking, c'est un principe qui est liberticide, c'est-à-dire que vous donnez l'autorisation ou on vous oblige à vous faire suivre grâce à votre smartphone, et on peut suivre ainsi donc vos déplacements et savoir si vous avez croisé une personne contaminée. Alors ça a un objectif sanitaire, par contre ça permet à l'État ou à des opérateurs privés de vous suivre à la trace. C'est un fiasco par exemple en Iran, autre régime autoritaire qu'on a étudié, donc la théocratie, l'Iran. Au début de la crise, les grands guides spirituels de l'Iran, donc ceux qui ont le pouvoir spirituel, qui, je le rappelle, a une influence non négligeable sur le pouvoir exécutif, les guides spirituels ont tous dit que le coronavirus c'était pas grave, il suffisait de prier là pour en être débarrassé, être immunisé. C'était une espèce de punition contre les vilains occidentaux, les vilains chinois, enfin tout ce qui n'est pas musulman. Manque de bol, quelques jours à peine après ces déclarations, les guides qui ont eu ces déclarations sont tombés malades, les grands responsables politiques aussi, et l'Iran est le pays du Moyen-Orient le plus touché par le coronavirus, avec, disent-ils, 4000 morts, mais probablement bien plus. Parce qu'une des caractéristiques communes au régime autoritaire, ce que nous avions vu également dans le premier chapitre, c'est le mensonge généralisé et le contrôle de la presse. Troisième élément qu'on peut remarquer, ce qui concerne les populistes ou les populismes. Alors c'est un terme assez flou, je l'ai employé. Je préfère l'utilisation du terme de démagogue ou de démagogie qu'on a étudié dans le cadre de la Grèce antique. Donc je le rappelle, c'est un dirigeant qui va non pas utiliser des arguments basés sur la raison, mais sur l'émotion, qui va tenter de séduire, de manipuler son peuple, de lui dire ce qu'il a envie d'entendre, ou de faire appel aux instincts un petit peu vils du peuple, à la violence, bouc émissaire, etc. Donc, on a en fait actuellement dans le monde énormément de populistes, c'est une caractéristique assez classique maintenant dans les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, et pas que, je vous en avais parlé, de toute manière c'est une espèce de mode qui se diffuse dans la plupart des partis politiques. Quoi qu'il en soit, on a quand même des exemples plus ou moins stupéfiants de réactions des chefs d'État populistes face au coronavirus. Le président des Philippines, le chef d'État des Philippines, donc, qui est connu en fait pour être un peu l'empereur du populisme, mais version hardcore, puisqu'il invite les policiers et les militaires à tuer les gens qui ne respectent pas le confinement. Voilà, c'est tout, c'est ça. Plus préoccupant et plus proche de nous, on a en Hongrie, donc au beau milieu de l'Union européenne, un chef d'État qui s'appelle Viktor Orban, qui est d'extrême droite, et qui vient d'obtenir par le biais de son Parlement les pleins pouvoirs pour une période illimitée grâce au prétexte de la crise du coronavirus. Alors les pleins pouvoirs, je vous le rappelle, simplement, le Parlement transfère les 3 pouvoirs au chef de l'État, donc le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et le chef d'État devient une espèce de monarque absolu, généralement pour un temps court, ça peut être des choses qui peuvent arriver même dans les démocraties en temps de guerre. En tout cas, la situation ne semble pas justifier ce recours au plein pouvoir. Viktor Orban a donc le pouvoir, par exemple, d'enfermer. Et vous allez voir, le concept est suffisamment vague pour permettre de faire ce que vous voulez en fait, mais donc d'enfermer tous les gens qui diraient des fake news ou qui critiqueraient les actions du gouvernement. Et là, on est absolument hors cadre d'une démocratie, puisque si vous n'avez pas de critique possible des actions du gouvernement, vous n'avez pas de pluralisme politique, et donc vous n'avez plus de liberté d'expression, de liberté de parole, donc tout s'effondre. Donc là, on va être très attentif dans l'Union européenne, puisque si la situation perdure, le pays risque d'être exclu même de l'Union européenne, en tout cas d'avoir des sanctions dans le cadre du multilatéralisme et des règles que les membres de l'Union européenne s'imposent les uns les autres, c'est-à-dire respecter l'état de droit et la démocratie. Mon troisième exemple est plutôt amusant, si on peut rire du malheur des autres en tout cas, il s'agit de Boris Johnson, c'est le Premier ministre du Royaume-Uni, vous l'avez on en a parlé de toute manière pendant les exposés sur le Brexit, puisqu'il a réussi à faire voter le Brexit. Quoi qu'il en soit, il a eu une attitude populiste au début de la crise en refusant le confinement, en disant qu'il valait mieux laisser l'économie
fonctionner et aller sur la stratégie de l'immunité collective, et en ayant une espèce d'attitude arrogante, en se vantant par exemple de serrer les mains des gens quand il fait des visites, même dans les maisons de retraite par exemple, et en gros, moi je m'en fous du virus, je suis intouchable, nous sommes intouchables, c'est pas un vrai problème. Alors bon, l'histoire lui a donné tort. Vous le savez peut-être, mais finalement Boris Johnson a attrapé le Covid-19 et c'est allé assez loin puisqu'il a eu besoin d'être hospitalisé et d'être sous oxygène. Son état de santé semble s'être amélioré, il est sorti de l'hôpital, mais pendant plus d'une semaine, le Premier ministre était dans l'incapacité de gouverner et a été remplacé par le ministre des Affaires étrangères. Et évidemment, étrangement, son discours a complètement changé et maintenant le Royaume-Uni, comme tous les autres pays d'Europe, quasiment en tout cas, s'est converti au confinement et à la lutte réelle contre le Covid-19. Et je pense que Boris Johnson est décrédibilisé pour des siècles et des siècles suite à cette séquence malheureuse. Enfin, mon champion, c'est Donald Trump, donc le président des États-Unis d'Amérique, le grand populiste d'extrême droite, et que vous êtes en train d'étudier donc, dans le cadre de la partie sur la puissance des États-Unis d'Amérique et la sous-partie sur la politique de Donald Trump. Donc c'est l'occasion d'avoir une illustration en live des concepts qui sont décrits dans cette partie. Au départ, Donald Trump va refuser toute idée de confinement et surtout ne veut pas porter atteinte à l'économie américaine. C'est un argument qu'on entend dans certains cercles économiques, comme quoi la crise économique va coûter plus cher en vie humaine même, et évidemment plus cher matériellement, que la crise sanitaire, et que en fait c'est une hérésie de confiner, de détruire l'économie pour aussi peu de morts finalement. Donc il refuse de prendre des mesures, et Donald Trump est même plutôt, comme l'a été Boris Johnson, assez léger, voire moqueur, par rapport aux décisions prises par les autres pays du monde. Alors attention, Donald Trump est dans un processus de réélection. Les élections américaines auront lieu en novembre 2020, donc ils sont déjà en campagne électorale et c'est un vrai problème politique pour lui de couper net l'économie américaine, parce que évidemment ça va lui être reproché et il avait un bon bilan économique, je vous l'ai déjà dit. Donald Trump a beau être un populiste, il est très efficace économiquement puisqu'il n'y a plus de chômage, il n'y avait plus de chômage aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'était gênant pour lui de prendre ces décisions, car ça met en jeu sa possibilité de réélection. Vous avez dû le voir dans les différents journaux, l'État de New York est débordé par les malades, par les morts surtout, et il y a même des gens qui sont enterrés dans des fosses communes dans les parcs de la ville. Donc on est dans une situation terrible aux États-Unis, et finalement la plupart des États, puisque c'est un système fédéral, je vous le rappelle, ont décidé du confinement, en tout cas de mesures de restriction. Finalement, Donald Trump a obtenu bien pire que ce qu'il espérait éviter, c'est-à-dire à la fois une économie qui est bloquée et une crise économique qui engendre des millions de chômeurs en quelques semaines, mais en plus, il est attaqué sur sa gestion de la crise sanitaire. Et évidemment, ça va lui porter atteinte et ça va lui être reproché tout le long de la campagne électorale. Donc du coup, solution classique des boucs émissaires, des populistes, je me suis spoilé, c'est de chercher des boucs émissaires. Et donc Donald Trump en a deux. Le premier, on en a déjà parlé, ce sont les médias. Il accuse sans arrêt les médias de disséminer des fake news. Quand un fait ne va pas dans son sens, il le décrédibilise en essayant de faire croire à la population que les médias et les journalistes mentent. Bon, c'est du classique, ça ne fonctionne plus très bien. Mais en tout cas, il l'essaye, c'est sa stratégie principale. Les médias sont le fameux système qu'il faut détruire et qui l'empêcherait de faire ce qu'il faut pour l'Amérique. Deuxième point, et là on rejoint la partie du cours sur l'unilatéralisme et le multilatéralisme. Donald Trump accuse l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que nous avions vu lors de l'exposé sur l'ONU, d'avoir très mal géré la crise et d'avoir sous-estimé le danger de la crise. Donc en fait c'est pratique,
Il existe cette organisation multilatérale qui gère les problèmes de santé, d'épidémies, de pandémies dans le monde, entre autres, et il l'accuse d'avoir mal géré cette crise, ce qui lui permet de dire c'est pas ma faute, j'ai été mal conseillé, regardez, c'est eux les méchants. Et les États-Unis ont décidé au jour d'aujourd'hui, on est le 15 au moment où je fais cette vidéo, et bien ils ont décidé de retirer la contribution américaine au budget de l'OMS, c'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale, se retirent de cette organisation mondiale de la santé, ce qui évidemment lui fait faire perdre pas mal d'argent, et puis politiquement c'est très fort. Et c'est dans la continuité de la politique unilatéraliste de Donald Trump, que vous avez étudié avec l'article que je vous ai demandé de travailler, de soit paralyser les instances multilatérales, comme à l'ONU, soit de simplement ne plus payer ou de se retirer des accords internationaux ou des structures, puisque dans sa théorie politique, ces structures multilatérales empêchent les États-Unis de faire ce qu'ils veulent, d'être libres et donc de pouvoir, je ne sais pas, redevenir aussi puissante qu'elle l'était avant. Donc là, on a une nouvelle application, un exemple utilisable dans vos futurs copies de contrôle, d'une stratégie unilatérale de Donald Trump et des États-Unis sous Donald Trump. Alors là, qui a pour objectif de détourner l'attention sur sa mauvaise gestion de la crise sanitaire. Pas sûr que ça fonctionne, on verra ce que nous réserve l'avenir sur cette question. Voilà pour cette vidéo et cette analyse un peu politique de l'affaire sur le coronavirus. Il nous en restera une dernière sur l'aspect géopolitique de la crise. Au revoir.